Bonsoir à toutes et à tous. Comme très souvent tous les mardis soirs, Bibouda organise des webinaires avec des sujets et des intervenants différents. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Phil Datfan et Eric Julien. Bonsoir messieurs. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Mathieu. Vous allez bien? Oui, Ouais. Bon, la soirée fait que commencer. On est 4300 inscrits à être présents ce soir. Alors sur un sujet qui va tous nous intéresser. Juste avant de démarrer, je vais me permettre de présenter Phil et Eric. Donc, dans un premier temps, nous avons Phil. Donc, Phil, tu es un ancien moine bouddhiste ordonné par le maître Thich Nhat Hanh en 1998. À la suite de ça, tu as été dans la communauté pendant une bonne dizaine d'années, puis tu es rentré en France où tu as créé ton propre centre de pleine conscience, les Cèdres Bleus. Et depuis maintenant plus de 15 ans, tu travailles en étroite collaboration avec des dirigeants, des médecins, des psychothérapeutes et même des particuliers pour les sensibiliser à la pleine conscience. Tu as écrit en l'occurrence également plusieurs ouvrages que j'ai du coup notés avec moi. Il y a La quête de Monsieur Dubois, un voyage dans la pleine conscience, et un deuxième, Tel quel, Contemplation et confession. Nous avons de l'autre côté Éric Julien. Donc Éric Julien, tu es consultant en entreprise et géographe. Et juste après, dans quelques instants, je te relancerai la question, mais il y a une date dans un certain pays que je voudrais évoquer avec toi et qu'on serait intéressé de savoir, c'était la Colombie en 1985. Et on y viendra dans un instant quand Phil nous aura parlé un petit peu d'un poème qu'il souhaite partager avec nous. Je vais vous souhaiter pour cela un bon webinaire, messieurs. Je vous retrouve pour les questions-réponses si besoin. Je suis juste derrière. Bon webinaire. merci Mathieu. Donc, chers amis, bienvenue, bonsoir tout le monde. Pour commencer ce dialogue fraternel entre moi et Eric, j'aimerais nous inviter on va bénir cette séance avec un poème de Pablo Neruda, le poète bien-aimé de Chili. Ça s'appelle Alcarece, d'apprendre à être tranquille, ou littéralement se taire. Et après, on va juste rester un petit moment en silence, chacun on peut trouver un silence qui est confortable pour vous. Et quand le son de la cloche sonne à la fin de ce silence, on va entrer dans deux mots. Donc, on commence avec l'or et on va continuer avec l'argent, parce qu'on dit le silence, c'est bien de l'or. Donc voilà, maintenant, nous compterons tous jusqu'à 12. Et puis nous serons tous tranquilles juste une fois, partout sur la terre. Nous parlons dans aucune langue. Pendant un moment, faisons une pause. Ne bougeons pas, tends nos bras. Ce serait un moment splendide, sans se précipiter, sans moteur. Nous serions tous ensemble, dans une altérité soudaine. Pêcheur de la mer froide ne ferait pas du mal aux baleines, et sa lanier regarderait ses mains blessées. Ce qui prépare la guerre verte, guerre du gaz, guerre du feu, des victoires sans survivants, mettrait des vêtements frais et marchait avec le frère à l'ombre, sans rien faire. Ne confondez pas ce que je dis avec une inactivité totale. La vie n'est que ce qu'on fait, et rien à faire avec la mort. Si nous ne pouvons pas être comme unis, en recalibrant nos vies au temps, peut-être ne rien faire cette fois, peut-être un grand silence pourrait interrompre cette tristesse. De ne jamais nous comprendre, se sentant toujours terrorisés par la mort, peut-être que la terre nous montre le chemin. Quand tout semble mort, et plus tard, ça avérait être vivant. Maintenant, je compterai jusqu'à 12, et nous taisons.
La première fois que j'ai rencontré Eric, on était invité à parler pendant des conférences pour des dirigeants. Et tu vas me beaucoup marquer parce que tu as fait un exercice où on se regarde pendant 1 minute. Et c'est ça qui m'a marqué le plus. J'ai oublié ce que moi j'ai dit pendant cette conférence pour le grand dirigeant et j'ai oublié ce que toi tu dis. Mais c'était le moment où m'avait beaucoup pénétré et ça reste avec moi. Et j'aimerais juste te poser une petite question, Eric, pour entrer dans ce dialogue. C'est comment tu as rencontré le Kogi et ton chemin quand tu étais, j'imagine, plus jeune. Oui. Je te trouve taquin, Date, de me parler de plus jeune. Mais en tout cas, je te remercie pour l'invitation que tu me fais ce soir. Et dans nos mails, tu m'appelles frère et ça me touche beaucoup. Quand j'ai rencontré les Kogis, j'étais jeune, j'avais 25 ans et je faisais beaucoup de montagnes. J'étais guide de montagne. On m'avait dit au nord de la Colombie, il y a une montagne exceptionnelle, la plus haute montagne du monde, au bord de la mer. Quand on est dans la neige, dans les sommets enneigés, on voit la mer des Caraïbes. Donc pour le jeune alpiniste que j'étais, rêver de monter là-haut pour voir la mer était quelque chose que j'avais envie de vivre. Et donc je suis monté, j'ai eu un accident, un œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons à 4000 mètres. Il n'y a pas de douleur physique, mais il n'y a plus d'oxygène dans le sang. Et donc on finit par être un petit tas, un petit paquet dans la montagne, évidemment sans satellite ni moyen de secours. Il n'y a pas de douleur physique, mais on peut plus se lever, on peut plus marcher, si ce n'est attendre que l'œdème gagne du terrain et vous emporte. Et j'ai eu la chance que des humains que nous appelons archaïques, sous-développés, primitifs, autochtones, naturels, enfin, le monde dit civilisé a beaucoup de qualificatifs, passe par là, et encore la gentillesse de s'occuper d'un de ces civilisés qui est venu se perdre sur leur terre, de me ramasser, de me soigner et de me sauver la vie. Voilà comment j'ai rencontré les Kogis. Et je me souviens leur avoir demandé, quand j'avais retrouvé un peu mes esprits, mais finalement, pourquoi vous vous êtes occupé de moi? Pourquoi vous m'avez sauvé la vie? Et c'était un papa et ses deux fils, et le papa m'a regardé très sérieusement, et il m'a dit, on t'a sauvé et redescendu parce qu'on ne voulait pas laisser de poubelles dans nos montagnes. Et ce jour-là, je crois que j'ai rencontré un peuple non seulement éminemment spirituel, mais qui avait beaucoup d'humour, et ça m'a beaucoup plu. Voilà. Et je me rappelle une fois avec les Kogis, nous avions rencontré des bouddhistes dans un monastère en France, et on avait eu un entretien avec les moines qui étaient là. Et à la fin de l'entretien, quand on s'est séparés, j'ai demandé aux Kogis comment avait-il vécu cet entretien et qu'est-ce qu'il pensait de cette culture bouddhiste, en apparence si éloignée de la leur. Et leur réponse m'avait surpris, et c'est une manière de te renvoyer une question, Date. Ils m'avaient dit, en fait, nous nous connaissons déjà. Les bouddhistes, je sais qui sont les bouddhistes, parce que nous nous rencontrons dans nos profondes méditations, dans une forme de vision profonde, dans un autre monde. Alors ça m'avait profondément intrigué de me dire que quelque part, leur réponse était sûre, on se connaît déjà dans ce qu'on pourrait appeler une vision différente ou profonde du monde. Je ne sais pas si toi, tu pourrais m'éclairer en nous repartageant peut-être qu'est-ce que c'est la vision profonde du point de vue des bouddhistes. Merci, Eric, pour ton partage de ton rencontre de Kogi. Avant que je réponde aux questions, j'imagine que ton chemin t'a emmené dans ce lieu de la Kogi où ils ont pris soin de toi. Et ça me rappelle un peu juste mon propre chemin, sur le chemin, comment j'ai rencontré mon propre maître. Je pense on est tous en quête quelque soir, et moi j'étais en sorte de quête aussi. Je me souviens juste, en vietnamien on dit on cherche le chemin de retour chez soi, à la maison. On cherche chacun de nous une certaine demeure où on se sent en sécurité, aimé, protégé, lié. Et c'était vraiment je pense la première fois que j'ai vu mon maître. Il a en fait porté, on dit que le silence peut dire ce que le mot peut jamais dire, mais juste la façon
il a marché, j'ai vu que c'était un homme qui portait la paix en lui. Et c'était quelque chose qui m'avait encore bouleversé, hein, quelqu'un tellement simple en apparence, mais en même temps avec un grand cœur, je veux dire. Il m'avait toujours dit que l'esprit est juste une étape au cœur. Et c'est un peu ça la vision profonde, finalement. C'est pas quelque chose extraordinaire, même métaphysique. Et je pense pas seulement dans un autre monde, mais je pense maintenant, on est comme un peu de nuages qui rencontrent la montagne, au sommet du montagne, ou la rivière voilà, qui va caresser un peu la côte de la terre. Donc, je me sens la rencontre un peu fraternelle, c'est un peu comme ça. C'est comme le nuage qui rencontre la montagne. Mais pas seulement dans un autre monde, mais dans ce monde-là. Et ce que j'aimerais te demander, parce qu'on avait commencé avec cet poème de Neruda et ce moment de silence, tu as passé pas mal de temps avec le peuple Kogi et d'autres peuples indigènes. Et j'aimerais savoir juste que dit le silence dans le monde de Kogi. Merci, Dat, pour ta question. C'est très déroutant pour l'occidental que j'étais d'arriver effectivement dans une culture où le silence est au cœur, parce que le silence est dans beaucoup de cultures et chez les Kogi le premier signe de respect. Et on écoute beaucoup plus qu'on ne parle, et le silence, c'est aussi l'espace dans lequel les choses peuvent advenir. Et c'est aussi un silence de l'esprit. Alors moi j'avais fait des choses qu'on appelle en Europe des grandes écoles, donc j'arrivais pétri des cours où on vous dit répète à longueur de journée, vous allez faire partie de l'élite de la France. Donc l'élite de la France, elle est parfois un peu sûre d'elle, et quand tout d'un coup elle est obligée d'apprendre à se taire, d'apprendre à écouter, d'apprendre à regarder et à sortir d'une manière un peu égocentrée de regarder les choses, c'est une leçon redoutable mais nécessaire. Le silence, toute conversation, tout travail dans la matière démarre toujours par un long temps de silence. Ils ont une petite phrase qui est amusante. Une fois, il m'avait dit, vous, les civilisés, comme vous vous appelez, vous êtes auto-appelés civilisés, vous commencez par faire les choses et puis après, vous vous demandez si c'était bien. Alors que dans notre société, on va longtemps avoir un temps de silence, de méditation, d'introspection, pour voir si ce qu'on va faire est juste, non pas bien ou mal, mais juste. Et seulement après, peut-être, on va passer à l'action. Donc on voit que c'est vraiment deux regards différents. L'un qui est précédé par un temps qu'on pourrait appeler de centrage, de méditation, de silence, pour essayer d'évaluer les conséquences d'un acte ou voir comment ça résonne à l'intérieur ou des choses de cette nature, et ensuite passer à l'action. Alors que nous, souvent, on se rend compte qu'on passe très vite à l'action et qu'après on se dit tiens, on aurait peut-être pu prendre un autre chemin. Voilà, le silence est une dimension importante et une dimension pas de politesse, mais j'ai envie de dire de justesse avant d'agir. Voilà. Mais j'imagine que les bouddhistes ont une dimension forte. Pour eux, le silence est important aussi. Oui, oui, en fait, pour moi, mon propre apprentissage, c'était à travers le silence. Comme tu dis, je pense que j'étais un peu éduqué dans le monde occidental aussi. J'avais un bac+5 dans la communication. Mais c'était pas quelque chose, on avait parlé pendant ces études de communication, de silence, beaucoup de mots, mais très peu de silence. Et d'abord, le silence dans la zen, c'est un silence très, on apprend beaucoup, mais implicitement, par l'observation, par l'écoute. Et ça rejoint un peu cette écoute que tu viens de dire, Eric, c'est dans le silence de le zen, on dit quand on est vraiment silencieuse à l'intérieur, on va commencer de vraiment écouter de différents sons. Le premier son, on dit c'est le son de la symphonie de l'univers qui joue sans cesse pour nous, hein.
je pense, la rivière qui coule derrière le Cèdre Bleu, c'est un certain barque pour moi, une symphonie qui est absolument splendide. Le vent qui nous berce. Maintenant, c'est le vent d'hiver qui est un peu plus, voilà, plus fort que le bercement d'été. Mais après, on dit, notre écoute, ça va approfondir d'écouter un certain son, on dit un son originel, que c'est que les hindous, ils disent le son Om, le son sacré de Om. Et les scientifiques, ils ont essayé d'écouter ce son aussi. C'est qu'on s'appelle le Big Bang. Et essayer de retracer jusqu'à le Big Bang pour entendre ce silence de son. Mais après, dans le zen, on dit ça entre dans un son qui nous permet de vraiment écouter maintenant, c'est le silence, le son de la souffrance. On dit que la terre crie de la souffrance, les êtres, et souvent dans notre monde de bruit, de cacophonie, je pense, trop centré sur nous-mêmes, on peut plus écouter on dit le son le cri de la terre, le cri de le peuple. Et finalement, on a un certain silence qui est sublime. On dit c'est le silence foudroyant qui représente dans le zen, on a ce cercle qui est vide. Et ça représente une vacuité qu'on dit que le non-séparation, que dans le cercle, il n'a pas un début, il n'a pas de fin. Il n'a pas, on dit, le commencement ou une termination. Et ça nous ouvre le champ de notre écoute vers l'autre, je pense que. Et oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup nourri, cette vie contemplative. Et je veux me demander, parce que tu parlais à cette vision profonde chez le bouddhiste, est-ce que le peuple Kogli, parce que je sais à travers tes livres que Chanduka, c'est un lieu où le chaman s'entraîne. Et je pense que c'est comme des moines, il faut s'entraîner pour, par exemple, de transmettre quelque chose, il faut au moins 20 ans de même transmettre la méditation. Hein? Et j'imagine qu'un chaman, ils font ce travail en profondeur aussi. Et je me demande, voilà, comment le chaman arrive à leur vision profonde qui permettent cette civilisation de durer, voilà, une durée extraordinaire, quoi. Merci, Dat. Il se dit qu'ils auraient 4000 ans d'histoire. Si on prend notre référence christique, ils auraient le double de nous. Et pour aller un petit peu dans ton sens, pour revenir un tout petit peu sur le silence, on part de très loin, et en tout cas moi je partais de très loin pour vous donner une illustration. Un jour on est arrivé avec une équipe de France 3, donc de la télévision, pour faire un film, alors avec du bruit, des machines, etc. Et on avait un rendez-vous, évidemment les Kogis étaient d'accord, on avait un rendez-vous dans un village. Et donc un réalisateur de film, lui, il a une montre comme ça, puis il regarde chaque jour de temps qui passe, c'est le coût de location d'une caméra, c'est le coût de salaire du preneur de son, voilà, c'est du budget. Donc il était pressé de tourner son film. Et quand on arrive dans le village est vide. Donc il est un peu agacé, il me dit mais où sont les Kogis? Parce que tu comprends, ça tourne, ça coûte des sous. Je dis mais ils sont pas là, ils sont pas là. Et donc on va se coucher, puis le lendemain matin il vient me réveiller à 6 heures. Alors où sont les Kogis? Et 3 jours ont passé comme ça, et c'est comme si on descendait en agitation pour commencer très très modestement à tendre vers une tranquillité. On ne parle pas encore de silence intérieur, mais de tranquillité. Et le réalisateur un peu avait oublié son agacement. De toute façon, il n'avait pas le choix. Et il lançait des petits cailloux dans la rivière et tout était silencieux, enfin. Et là, les Kogis sont arrivés. Et en fait, ils étaient au-dessus du village. Ils nous regardaient nous agiter. Et je pense qu'ils nous ont laissé ces 3 jours pour que, à défaut d'être en silence intérieur, on commence à se calmer. Mais c'est juste pour dire, on est tellement loin par rapport, effectivement, comme tu l'évoques, aux chamans. Alors, ce sont les mamas pour les hommes et les sagas pour les femmes, qui peuvent avoir une formation qui dure 18 ans dans l'obscurité. C'est-à-dire dès qu'ils sont sevrés de leur maman, ils rentrent dans une hutte ou dans une grotte. Et dans cette hutte, dans cette grotte, ils vont travailler la nuit et ils vont dormir le jour.
Et dans leur philosophie, en fait, tout l'enseignement, enfin en tout cas l'essentiel de l'enseignement d'un bébé se joue dans le ventre de la maman, de la mère. Et bien sûr que c'est pas par le mental, quand l'embryon est dans le ventre de la maman qu'il apprend, mais il va apprendre par le régime alimentaire de la maman aux différentes phases d'embryogenèse, où il va apprendre par la nature des relations que la maman entretient. Est-ce qu'elle est en sécurité? Est-ce qu'elle est en insécurité? Est-ce qu'elle est très accompagnée ou toute seule? Voilà, il y a plein de paramètres qui, qui conditionnent, qui nourrissent, qui quelque part forment le bébé. Et après seulement va arriver la naissance et peut-être l'apprentissage d'autres modalités. Donc que font les Kögi? Ils estiment que tout se joue dans le ventre de la maman. Donc ils prennent ce petit garçon, cette petite fille qui est née, et ils vont le remettre dans le ventre de la mère Terre. Et ils le mettent dans un utérus artificiel, une grotte ou un temple, où l'enfant va capter, donc il faut effectivement un centrage, un silence intérieur d'une profondeur incroyable pour pouvoir, ce que tu évoquais tout à l'heure, raisonner et laisser advenir ce qui est. Et ils estiment que la Terre est un énorme être vivant qui est sillonné par ce qu'ils appellent des shikwakala, des réseaux énergétiques, comme un corps humain est sillonné par un réseau sanguin, nerveux ou ventilatoire, et que pendant ces 18 ans, les jeunes apprentis chamans, quelque part, si je prends l'image, se connectent à ces réseaux et reçoivent l'information et sont disponibles avec un vide intérieur pour recevoir l'information de la mère Terre. Et au bout de 18 ans, ce sont 2 cycles de 9 ans, ils ont une phrase libératrice qui est tu as appris à voir à travers le cœur des hommes et à travers les montagnes, sous-entendu, tu as appris à aller au-delà des apparences, des choses et des phénomènes. Maintenant, tu vas commencer ton travail de chaman. Tu es juste apprenti chaman. Donc ça dure 18 ans, ça se passe dans l'obscurité, et en fait, ils expliquent lorsqu'ils prennent la parole que c'est pas un Kögi qui parle, mais que c'est à travers eux la nature qui s'exprime, puisque pendant 18 ans, l'ego est délité, en fait, n'a pas de prise. Ce sont des, j'aime pas trop utiliser ce terme parce qu'il est connoté, mais ce sont des âmes pures qui expriment la vie. Et là où je te rejoins, et ça m'a beaucoup touché de t'entendre dire ça, c'est que du coup, comme ils sont connectés directement aux grandes trames de vie de cette petite planète bleue, évidemment qu'ils entendent la Terre, en tout cas la vie sur Terre, pleurer et souffrir. Donc ils essayent de nous partager ça, et c'est pour ça qu'ils nous appellent des petits frères. On est tous fraternels, on est tous partis d'une même origine, puis après il y a des branches un peu comme les doigts d'une main qui se sont dissociés, qui font que parfois on a du mal à se comprendre. Donc frères et petits, si on pouvait se comprendre et faire un peu ce qu'on fait ce soir, de chercher les ponts et les passerelles entre les grandes traditions et entre les humains. Merci Eric. Oui, quand tu évoques cet entraînement de chaman, ça ressemble beaucoup à la méditation en fait. Dans la méditation bouddhiste, on apprend de ce qu'on s'appelle la méditation de la pleine conscience, qu'on entend très souvent maintenant. C'est ce moment on dit un certain redescend dans le cœur, dans le silence, et pour se lier avec la partie la plus profonde en nous. Et ce qu'on s'appelle, cette notion de vide, c'est très important, c'est de retourner devenir presque comme un enfant au nouveau, presque libre de toute notre connaissance, notre préjugement, notre conclusion. C'est que dans le zen, on s'appelle l'esprit du débutant, cet esprit qui est vide et prêt d'accueillir les choses comme neuf. Et ça ressemble un peu à ce que le poète Christian Bobin, il a parlé dans un verset dans un de ses livres. L'arbre est devant la fenêtre du salon et je l'interroge chaque matin, quoi de neuf aujourd'hui? Et la réponse vient sans tarder, donnée par des centaines de feuilles, tout. Et ça, c'est quand on émerge de cet lieu en nous, c'est quand tout devient neuf encore. Donc, je pense qu'il a de ponts quand on apprend je pense que le silence, quand même, c'est universel. Ça appartient à
par le bouddhiste, par les hindous, mais c'est quelque chose qui est vraiment humain, une partie de nous qui se retourne à la maison, si tu veux. Et après, ce que tu veux parler de cette notion quand tu parlais de la caméra crue qui était, voilà, qui était en train de installer les affaires et le Kogi regarde tranquillement, ça me rappelle de mon propre entraînement de mon maître, hein. Mon maître, j'étais vite, je pense, mon problème est, je voulais tout savoir, mais par mon intellect, on a des concepts dans le bouddhisme comme le nirvana, la vacuité. Et chaque fois que je demande mon maître, alors qu'est-ce que c'est le nirvana? Il dit la chose très simple. Il dit, est-ce que vous avez bien mangé? J'ai dit oui. Il dit, maintenant, on va laver votre bol. Et des fois, il dit rien. Il reste que ce que le Bouddha, il a dit, hein, ce silence foudroyant. Il dit, si je dis quelque chose, voilà, ça va être un piège. Et c'est une certaine invitation, je pense que pour moi, au moins, de me retrouver moi-même, d'être, on dit, un maître de soi-même aussi, que des fois, on veut entendre nos réponses de l'extérieur. On a tellement de livres qui nous disent ce qu'on doit faire, qu'on perd cette écoute intuitive. Donc c'est lié un peu de cette notion de temps. Je voudrais savoir quelle est la notion du temps pour le peuple Kogi. Au moins, toi, tu as compris, oui. J'aime bien tes questions de date parce que il faut que je réponde à une question sur laquelle travaillent des milliers de gens depuis des centaines d'années en quelques minutes. Donc, merci de m'avoir partagé cette question. Je peux parler du temps chez les Kogi par une petite histoire. C'est un jour, j'étais monté dans un village, tu as évoqué Chendukwa, qui veut dire là où converge la pensée, là où ils forment les chamans. Et j'avais emmené avec moi un des petits bols que tu as sur ton bureau, que tu as fait résonner tout à l'heure, un petit bol tibétain, en tout cas c'est comme ça que je le nomme. Et j'étais très curieux de voir comment les Kogi et les chamans allaient réagir à ce son. Est-ce que ça allait leur susciter quelque chose de particulier ou rien du tout? Donc je vais voir un monsieur assez âgé, chaman, je lui propose d'écouter ce bruit, est-ce qu'il a envie, pas envie? Il me dit oui, avec plaisir. Et donc me voilà parti à essayer de faire ces sons. Je me rappelle chaque fois que je m'arrêtais, il me disait continue. Alors je reprenais comme ça pendant 2-3 minutes, puis ça a bien duré un quart d'heure. Et puis à la fin, je dis mais ça t'évoque quoi ce bruit? Et donc c'est vraiment un petit chaman qui doit avoir 0,01% d'ego, qui n'a pas du tout d'ego, qui n'est jamais descendu de sa montagne. Et à la question ça t'évoque quoi ce son? Il m'a répondu c'est intéressant, c'est exactement le même bruit que le temps. Alors ça m'avait laissé très perplexe d'imaginer que pour eux, le temps avait un son et une variabilité. Et ce qui est assez, si on revient à des notions plus pragmatiques, proches de notre compréhension des choses, on parle souvent de plusieurs temps, hein, le temps linéaire qui est celui qui nous habite beaucoup, demain, qui sera sûrement mieux qu'aujourd'hui, qui est mieux que hier. Et souvent, on parle de sociétés sous-développées ou archaïques. Par exemple, les Kogi, pour nombre de nos contemporains, sont sous-développés et archaïques, puisqu'ils sont le témoignage de ce que nous ne sommes plus, nous qui sommes en avance et développés. On voit bien le temps linéaire. Et évidemment, il y a un autre temps qu'on perçoit moins, qui est le temps circulaire. Hein, le temps circulaire, qui suit des astres, des cycles de la vie, plein de choses comme ça, et qui est un temps qui renvoie à la responsabilité, puisque si on fait quelque chose à un moment donné, bah forcément, le cycle et le temps qui tourne vous renvoient les conséquences de vos actes. Un agriculteur qui plante mal, on va dire, ou pas de manière juste, bah, aurait de faibles récoltes. Donc, de le temps circulaire, on dit que le passé est devant soi, puisque les conséquences du passé se trouvent devant. Donc, on voit que ça déjà commence à perturber un peu. Et puis, je pense que les Kogi ont une capacité, alors je me méfie toujours de ces termes parce qu'ils sont très connotés, à voyager dans le temps. Alors, c'est pas tellement voyager dans le temps comme la guerre des étoiles ou des choses comme ça, mais à faire des raccourcis temporels dans leur perception des phénomènes
qui sont complètement déroutantes pour nous, mais qui sont des réalités qu'ils vivent. Donc ils sont dans le temps linéaire, hein, le soleil se lève, se couche, etc. Ils sont dans le temps circulaire et ils sont dans une troisième dimension de temps qui parfois les amène à parler de la conquête espagnole, donc 1492, 1524 pour eux, en 2020 comme si c'était hier. Donc il y a un rapport au temps qui est complètement différent d'une autre. Et enfin, la dernière chose que je pourrais dire, c'est que, comme je crois dans beaucoup de traditions, tu nous le partageras, il y a des cycles d'apprentissage. Et le temps, c'est un peu comme le vin, c'est-à-dire quand on met du jaune raisin dans une cuve, bah, il faut passer par des étapes de vinification pour sortir un bon vin. Bah, le temps, c'est le temps de la vinification de l'âme et de l'ouverture du cœur, et ça passe par des étapes. Et généralement, le stagiaire ou l'impétrant est questionné par le chaman, et selon la nature des réponses qui vont être apportées, eh bien, ça permet au chaman de savoir, si je garde la métaphore de la vinification, où en est la vinification du jeune apprenti qui est sur son chemin d'ouverture. Donc le temps, c'est ce qui permet la transformation, ce qui permet aussi aux choses de se transformer. Merci. Et j'imagine que c'est pas très, tu vas nous le partager, pas très éloigné de ce que tu peux rencontrer, de ce que tu as pu rencontrer dans le bouddhisme. Oui, ça rapproche, hein. Je me demande si, Mathieu, tu peux montrer les images de Kogi en train de contempler la montagne, les deux premières images. Oui, juste, on peut juste rester sur cette image, euh, juste pour un peu contempler, un petit peu. L'image que nous avons là, c'est un professeur Kogi qui est en méditation sur ce qu'on appelle un ezwama, c'est-à-dire une forme de point d'acupuncture de la Terre, puisqu'il considère que la Terre a un corps comme le corps humain, et qu'au même titre, on peut travailler le corps humain par des points énergétiques, eh bien, on peut travailler la Terre par des points énergétiques, et ce monsieur est responsable d'un point énergétique sur ce territoire. Et aussi l'image de le Kogi qui contemple le lac, oui. Là, c'est un lac qui est à 4800 mètres d'altitude, et ils méditent pour rentrer en relation avec ce qu'ils appellent Meiwaka dans leur langue. Meiwaka, c'est-à-dire l'aube de la pensée, c'est-à-dire, comme l'ont déjà un peu supposé ou mis à jour, je ne sais pas quel est le terme exact, des gens comme René Guénon, il y aurait un continuum qui existerait dans toutes les traditions. Et les Kogi, les Arawako, dans ces lieux-là, l'aube de la pensée se connecte à la pensée qui précède les formes et les phénomènes. Donc, ils parlent de placenta du monde parce que pour eux, la Terre a suivi le même processus d'embryogenèse qu'un bébé. Donc, pour un bébé, il y a un placenta qui garde les cellules mères en fait de l'embryon. Et pour la Terre, il y a aussi un lieu placenta, on va dire, qui garde la mémoire de la vie avant la vie. Et donc, sur cette photo, il passe beaucoup de temps à se connecter à ces informations primordiales. D'accord, merci. Je voulais voir ces deux images parce que justement, Eric, ce que tu viens me partager sur le temps, encore ça ressemble beaucoup dans le zen, on a des pratiques qui nous aident, on dit faire un short circuit, griller le système de cerveau un petit peu, de mettre en suspension notre pilote automatique, notre pensée souvent pliée à nous-mêmes, hein, à notre propre névrose, des fois de psychose aussi, qu'on crée dans notre société, et ce qu'on nourrit tout le jour. Mais on s'appelle ça des pratiques de koan, où on contemple des questions qui en fait n'ont pas de réponse rationnelle. Par exemple, un koan classique, c'est montre-moi votre visage originel avant la naissance de vos parents. Et c'est quand on veut aller, comme tu dis, l'aube de la pensée. Avant la pensée émerge de cette vibration, cette ocean on dit de silence, il y a cette tranquillité profonde où dans la méditation, soit on entraîne pour arriver là,
Des fois, on a des moments comme ça dans la vie quand on est devant un paysage ou un moment où on est complètement présent. Et dans la psychologie bouddhiste, on parle le temps par rapport à l'instant présent. On dit, si je suis vraiment lié dans l'instant présent, je peux transformer le passé. Le pouvoir de l'instant présent, il a cette capacité de guérir, transformer le passé. Et si je suis vraiment présent, je peux changer l'avenir. Donc, ça ressemble beaucoup à la sagesse de Kogi, ou comment Albert Camus, qui a dit dans L'étranger, au début de son livre, il dit, ma mère est morte il y a quelques années, mais c'était comme hier, était la cérémonie. Et j'imagine là, on est dans un autre temps qui est plus, comme tu dis, linéaire, chronologique, qui existe, hein, le temps de la Terre, le temps d'arriver quelque points, point A à B. Mais on est dans une autre dimension de temps qui est pas de le temps chronos que le latin il dit, mais un temps plutôt, je pense, très expansif, plutôt lié à ce que le pensée einsteinienne, on dit que le temps est vraiment relatif, que très brièvement, j'ai un ami jamaïcain, il fait toujours une blague en France, il dit en France, on a le chrono, on a le Rolex, on a le bon montre, et il dit en Jamaïque, on n'a pas de montre, mais on a le temps. Vous n'avez pas le temps, ce temps que nous on parle. Hein. Et je fais une certaine blague, je dis, vous savez, en Jamaïque, vous n'avez pas le temps et vous n'avez pas un Rolex. Et je dis, c'est comme dans le zen, donc vous êtes vraiment très, très zen alors. Et ça me rappelle, il a un poète japonais, le fondateur de l'école Soto Zen, une grande école. Il a dit juste une phrase très beau que je contemple tout le jour presque. Il dit, le temps, c'est pour être. Souvent, on se relie le temps à faire quelque chose. Et quand je regarde cette image splendide, le Kogi qui est juste là, oui, pour moi, c'est le mode d'être. Tu sais, ils sont pas en train de regarder le portable ou prendre une photo. Mais on ressent cette connexion profonde où il a plus besoin on dit de plus rien dire en fait. C'est très très beau. Je pense que le silence c'est un peu lié à la beauté et aussi cette partie qui est, je pense que le mot par exemple comme la terre ça vient de humus qui est humilité, humain, que nous même si on est tellement divers, on est juste sur la même terre. Et je me demande, par exemple, avec ton expérience à travers tes projets, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'anime pour faire ça? Faire ce voyage et dévouer tous ces temps. Euh, voilà, qu'est-ce que l'énergie qui t'anime de faire ça? J'ai rencontré chez les Kogi et bien sûr dans d'autres sociétés, j'imagine, hein. Il n'y a pas que les Kogi, mais j'ai rencontré des êtres humains assez exceptionnels avec lesquels on peut passer de longs moments en silence. Et c'est riche, et c'est dense, et c'est précieux. Et peut-être que des gens comme ceux-là existent ailleurs, hein. Je prétends pas évidemment qu'il y a que chez les Kogi. Par exemple, on est en montagne, il fait très froid. On est à 3 ou je sais pas 4000 mètres d'altitude et un des garçons avec qui j'étais, toujours pour ce film qu'on tournait, tombe sans doute malade avec l'altitude et va se coucher avec le mal d'altitude et passe une nuit ou je sais plus combien, une journée comme ça dans son sac de couchage. Et le deuxième nuit, il ressort, il est 9 heures du soir, il fait froid, il y a un petit feu dans un coin et il s'approche du feu et il dit: «Ah,
ça commence à aller un peu mieux, j'ai faim. Et donc j'ai juste traduit en espagnol, ah, que bien, tiene hambre. J'ai juste répété la phrase en espagnol. Et ça m'a énormément touché de voir des humains qui n'ont pas grand-chose commencer à se mettre en mouvement pour aller chercher de l'eau, pour aller rallumer le feu, pour aller chercher un petit peu d'huile et pour préparer un repas pour ce garçon qui venait de se lever et qui avait faim et se mettre au service. Je crois que j'ai trouvé chez eux trois choses qui m'ont beaucoup touché. L'accueil l'accueil de l'autre et la mise au service de l'autre et de la vie en général, la capacité à être à l'écoute et au service de la vie, des valeurs profondément vécues, comme dans cet exemple, la solidarité et l'accueil, et puis un humour incroyable qui permet, quelque part, malgré leur grande sagesse et leur tradition millénaire, de ne pas se prendre au sérieux et de pas s'empêtrer dans ce qu'on peut penser être juste ou faux. Et je pense que vivre ça, essayer tant que faire se peut, d'en être le juste porteur, si tant est que ce soit possible, me nourrit, me donne de la force et me donne envie de continuer. J'ai l'impression qu'au-delà des cogis, c'est une petite flamme d'humanité. Parce que finalement, quand on se dit rester simple, rester joyeux, avec les yeux qui pétillent et retrouver l'esprit d'enfant, si les plus âgés, j'ai un peu de cheveux blancs que nous sommes, ne montrent pas la voie en portant ces valeurs avec humour traditionnel, les sociétés traditionnelles, et la modernité, c'est sur quoi nous appuyons-nous pour décider ou pour choisir un chemin. Dans nos sociétés modernes, c'est les lois des hommes, malheureusement souvent plus les hommes que les femmes, qui changent quand ça les arrange, qui nous disent c'est bien ou c'est pas bien ou c'est par là qu'il faut aller. Dans les sociétés traditionnelles, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que les Kogi appellent les lois de C, c'est-à-dire les principes qui permettent la vie. Et je trouve que quand on se met à l'écoute et en pratique de ces principes de vie, on retrouve un alignement, on retrouve une fluidité, on retrouve une légèreté de vivre qui nous sort de ce qui nous englue parfois de la société des hommes pour nous remettre dans le flux de la vie. Et quand on est dans le flux de la vie, je dirais pas qu'on marche sur un tapis volant, c'est pas vrai tous les jours. Mais voilà, moi ça m'aide à garder le cap et à pas parfois sombrer dans la tristesse face à certaines situations. C'est cette capacité à garder le contact avec le flux de la vie avec humour. Alors, je ne vais pas raconter trop d'histoires, on rigole, mais si on a le temps, j'en raconterai une parce qu'ils ont un humour absolument incroyable et un gage pour moi de ne pas se prendre au sérieux et de rester. Il y a une petite phrase qui dit si vous cherchez un maître ou un sage ou une maîtresse, je ne sais pas, alignez-les les 10 devant un mur s'ils veulent bien, et puis choisissez celui qui sourit ou qui rigole, c'est le bon. Oh, je commence à voir vraiment que notre chemin, c'est pas seulement différent, mais c'est le même chemin, parce que le travail le travail joyeux de le chemin de méditation, c'est ce que le maître Thich Nhat Hanh, il parle de retrouver notre enfant intérieur. Et dans l'enseignement de Bouddha, c'est quand un certain facteur de l'éveil, on dit la joie. C'est pour ça le Bouddha, il a toujours un certain sourire. Je pense que c'est un sourire qui est très beau parce que c'est comme un sourire de Mona Lisa, de Joconde, de Da Vinci. On ne sait pas pourquoi on sourit, hein? Il n'a pas, on dit un sourire presque son objet. Souvent, en sourire, on dit, il a le sourire de l'homme d'affaires qui un peu de millions dans un compte bancaire. On sourire peut-être l'enfant qui a son jouet. Mais ce sourire, c'est assez particulier parce que on dit, c'est même dans le moment de sa mort, il sourit paisiblement aussi. Et cette facteur de la joie dans le chemin de l'éveil, c'est presque, on dit nécessaire, c'est un peu on dit l'eau de l'oasis qui nous nourrit tous les jours, cette joie de tous les jours. Et quand tu décris ce passage avec le Kogi, encore, ça ressemble beaucoup le monde zen. Le monde zen, c'est très silencieux. Tout ce que je fais dans mon apprentissage avec mon maître, je me lève avec lui
à 4 heures du matin, je le prépare du thé en silence. Le maître décide, on boit le thé ensemble, on regarde le paysage. Et c'est vraiment, dans la zen, on dit de nulle part aller et rien à faire. Tout est parfait, tout est là. Pourquoi je dois chercher pour d'autres choses? Un tasse du thé, ça me suffit. Un certain, comme tu dis, un manteau chaud pour couvrir sur le vent, c'est comme un certain cadeau de Dieu. Et pour moi, on s'appelle ça le everyday zen, le zen de tous les jours. Et il a un grand, dans l'histoire zen où il avait un grand pratiquant, il était assez mûr dans sa pratique, mais il n'avait pas été, il n'a pas vu, on dit, la vérité ultime, si vous voulez. Et il voulait voir un maître très connu dans la région. Donc, il a à cette maître. Et le maître, il a dit simplement, je vous avais vu entrer et vous avez mis votre chaussure à l'extérieur et votre parapluie. Est-ce que vous mettez votre parapluie sur le gauche ou le droite? Et pendant un moment, il savait pas, hein? Et là, il dit, j'ai resté 10 ans pour apprendre le zen de tous les jours. Et c'était mon entraînement. C'était comment fermer la porte, comment donner quelque chose à quelqu'un, comment allumer un feu. Et ça m'a, oui, quand tu as rencontré cette histoire, je dis que finalement, comme tu dis, c'est cette conscience qui est là, qui est présent, qui s'exprime dans ses formes diverses, je pense. Hein. Et tu peux me raconter peut-être un moment de bonheur que tu as vécu? Oh, il y en a plusieurs. Je peux t'en raconter deux. Je peux vous en partager deux. Il y en a un premier qui va un peu dans le sens de ce que tu évoques. C'est, je crois, trois Indiens Kogis qui sont invités en France, qui sont jamais venus en France. Donc, ils débarquent dans ce pays. Et je me rappelle, en arrivant à Roissy, ils me demandent, est-ce qu'on pourrait voir des sages chez toi? Alors, je ne te connaissais pas encore. Évidemment qu'on peut trouver des sages partout et il y en a en France, c'était pas la question. Mais bref, on a un peu cherché quand même, parce qu'ils sont discrets a priori. Et on avait été voir des gens à côté de Chambéry. Et donc, pour aller à Chambéry, on avait pris la voiture et de Lyon à Chambéry, pour ceux qui connaissent la route, les amateurs de ski, il y a 2 tunnels sur l'autoroute. Et je me souviens, ils étaient assis dans la voiture derrière moi, on roule, boum, et on arrive devant le premier tunnel. Et là, je sens physiquement les trois personnes, les trois Kogis assis derrière moi qui se rétractent à l'idée de rentrer dans ce trou dans la terre, passe dans le tunnel, et puis à la sortie, il y a une petite voix qui me dit mais pourquoi faites-vous des trous dans la terre? Alors je lui réponds pour aller plus vite, pour gagner du temps. Voilà, on gagne du temps. Et je me rappelle, après un long silence, une autre petite voix qui m'avait dit mais jusqu'où voulez-vous aller plus vite? ça, ça résonnait avec les propos sur le présent. À quoi rime cette quête insensée, quelque part? Ça, c'est une première petite histoire que je pourrais te partager. Et puis la deuxième, rapide, c'est dans le même voyage, les Kogis sont invités au Quai d'Orsay à Paris. Donc, c'était les ors de la République, les lustres, les canapés dorés, les gardes républicains, enfin, tout ce que la République sait mettre en scène. Et nous sommes reçus, 3 Kogis sont reçus dans une salle d'accueil de délégation. Et les Kogis expliquent leur situation. La réponse des gens qui nous accueillent, du ministère, c'est quelque chose du genre, mais c'est terrible, ces Indiens vivent un génocide. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Et je me rappelle, la réponse avait été, ils n'ont qu'à remplir le dossier 627B, s'il est à peu près bien rempli et déposé dans les temps au bureau 365C, ils pourront avoir quelques euros. Je m'étais dit, waouh, c'est quand même un peu décalé, mais ok. On sort de la réunion et un des Kogis à qui on n'avait rien traduit me dit, c'était comment cette réunion? Et je lui dis, c'était moyen. Et là, il faut essayer d'imaginer les ordres de la République, un hall d'honneur avec les gardes républicains qui nous rendent les honneurs. Et nous, on dit au revoir, merci monsieur,
Merci madame, c'était formidable. Et au moment où je remercie de nos hôtesses en disant vraiment cette réunion était très bien, merci, je vois un colis qui s'en va dans un coin de la pièce, qui prend un polochon doré avec des pompons sur son dos et qui s'en va vers la sortie de l'immeuble. Et là, je dis, ouais, c'est très impressionnant. Je revois les yeux de la dame qui suivait l'Indien qui partait avec le polochon vers la porte, qui est un peu perturbé quand même. Et je revois le garde républicain qui avait des yeux qui roulaient comme ça dans les orbites, parce que dans ses consignes, sans doute ne lui avait-on pas dit, si un invité d'honneur s'en va avec le mobilier, qu'est-ce que je fais? Je l'arrête ou je le laisse partir? Donc, notre Indien s'en va vers la sortie comme ça. Et je le revois sur le pas de la porte en me disant, mais s'il passe la porte, qu'est-ce qui va se passer? Et de derrière, je vois son corps qui fait qui rigole. Et en fait, il est rentré, il a posé le polochon. C'était une manière, je pense, pour lui de dire cette réunion était nulle et je m'en fous quoi, de rire. Et je crois que au-delà des cultures, au-delà des différences, au-delà des difficultés, d'arriver à vivre ces moments de complicité, de rire, sont des choses simples. C'est des moments que j'adore chez eux. Et j'adore vivre avec eux. On peut vivre ça aussi chez nous. Hein. Parfois, on a des moments de connexion humaine tellement précieux qui nous nourrissent pour le reste de la journée. C'est parfois un regard, c'est parfois une main sur l'épaule. C'est la conscience finalement que nous sommes tous reliés et que je suis car tu es. Et donc c'est la conscience de leur relation. Et ça, ils la portent tellement fort et ils en jouent tellement que c'est un vrai bonheur chaque fois qu'on peut vivre ces petites occasions. Si en plus, il y a une petite étincelle de malice, quelle joie! Et j'adore retrouver cet esprit d'enfant avec eux, parce que tout chaman qu'ils sont, à 75 ans, c'est des vrais gamins, quoi. Et c'est magnifique de cheminer avec des gamins. Mais j'imagine que tu as dû vivre quelques jolies anecdotes chaleureuses et profondément humaines. Oui. Juste, je pensais ça, le voix du cœur, c'est un peu de ça. Je pense que quand on parle de cette voix de retour, c'est de retour à cette tendresse, cette douceur. On dit le Tao, le chemin, on dit ça consiste à la douceur, la tendresse. Et c'est pas la dureté ou la volonté. Et c'est juste, pour moi, c'est un certain hommage à mon maître parce qu'il a 95 ans maintenant. Il a souffert un AVC, où maintenant il a cherché un peu fini ses jours au Vietnam. Il a demandé la permission du gouvernement au Vietnam pour finir où il a commencé son chemin. C'est comme, il veut retourner à point zéro, le premier point, pour un peu clore un peu cette partie de son étape de la vie. Et jusqu'à j'ai vu la vidéo de lui qui était entré au Vietnam avec son équipe de soins et ses attendants. C'est en chaise roulant, hein, il a une moitié paralysé et il avait des enfants un peu qui l'accompagnent aussi, mais les enfants avaient peur. Un homme de 95 ans qui bouge plus et lui, c'est là qu'on voit la beauté de le zen et dans sa simplicité. Comme tu dis, c'était juste de connecter. On trouverait un moyen de connecter avec ce qu'on a. Et c'est comme, il a vu l'enfant, il avait très peur de lui. Et soudain, il a levé son main qui était complètement paralysée, qui marche plus. Et il joue avec sa main. Il joue avec sa main comme ça. Et l'enfant était très étonné qu'il joue avec la main. Et nous aussi. Et on voit bien que c'était partie de l'innocence. Cette partie de connecter, même avec un enfant de 8 ans il va jamais voir. C'est ce moment-là, on dit c'est le moment de bonheur. Donc, pour arriver à la fin, je vois Mathieu, il apparaît sur l'écran. Ce qui m'intéresse, on dit le chemin du cœur, c'est un certain chemin de transformation, guérison et aussi mutation. Et dans notre monde moderne, je pense, on arrive à un certain carrefour où
je pense on sait tout ce qui va pas, mais on ne sait pas à quel sens on doit aller. Et la question, c'est comment peut-être avancer, comment donner cette naissance, comme Gandhi dit, de voir, d'être le changement on souhaite le voir dans le monde. Et par exemple, ici, on avait créé un lieu qui s'appelle le Cèdre Bleu. Je crois qu'on vit dans un monde maintenant de résistance, que j'aime bien notre responsable, tout ça, mais si on attend, on va attendre pas mal du temps. Il y a beaucoup de politique, beaucoup de négociations à faire. Et j'ai dit, on va faire nous-mêmes, hein, si on va créer une certaine structure ou comment on veut vivre. Pourquoi pas faire nous-mêmes? Et le Cèdre Bleu, c'est comme un lieu comme ça que j'ai toujours imaginé quand j'étais moine, comment créer un lieu complètement universel, mais qui est lié à cette valeur fondamentale, mais aussi qui n'a pas perdu ses racines, ses connaissances qui datent de 2500 ans, que moi, j'espère de continuer, mais de façon maintenant qui est plus entendue dans notre société. Et je vais te demander à toi, par exemple, voilà, où tu es maintenant avec la sauce Chanduka et qu'est-ce qui t'anime pour accompagner cette naissance? Je te remercie, Date. Bravo, parce qu'on a répété plusieurs fois le nom de Chendukwa. Il n'est pas facile à prononcer. Tu t'en es très bien sorti. Non, ce que je peux dire, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre d'une réconciliation. Je pense que le monde moderne a besoin de se réconcilier et d'être consolé. Il y a un sculpteur italien qui s'appelle Pistoletto qui a, je trouve, ces très jolies propositions qui dit il y a eu un premier monde où il parle de paradis. Alors, il ne parle pas de paradis au sens l'idéal, mais une première époque historique où les humains vivaient plus ou moins en harmonie avec la nature. Ça ne devait pas être simple, ça ne devait pas forcément être facile tous les jours, mais il y avait un équilibre. Et puis est arrivée la modernité, on ne va pas la dater, où là on a commencé à se développer un peu hors de la nature, hein, hors de nous-mêmes et hors de la nature, en créant évidemment tous les déséquilibres que nous connaissons, climatiques, économiques, sociologiques, physiologiques, enfin bref, la liste est longue. Et il tient ses propos, il dit il ne s'agit pas de revenir en arrière, c'est pas l'idée. On ne peut pas non plus rester là où on est. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une nouvelle alliance. Comment retrouver des liens d'alliance et finalement comment retrouver notre place dans la nature. On dit souvent se reconnecter à la nature, mais comme nous sommes des êtres de nature, c'est plutôt retrouver notre place. Et pour moi, ça passe par alors on ne peut pas aller contre la loi des hommes, mais refaire vivre les fameux principes du vivant, qui sont ceux que nous avons en nous, hein, qu'on a un peu perdus. Alors les faire vivre comment? En écoutant avec les Kogis, en travaillant avec eux, en continuant à leur racheter des terres, puisque notre association collecte des fonds pour racheter des terres, et j'en profite pour remercier les membres du CA ou du bureau qui nous écoutent peut-être, parce que tout seul, je n'arriverai pas à grand-chose, et tous les 6000 adhérents qui nous aident à racheter ces terres. On rachète les terres et on les rend aux Kogis. Alors, c'est la première fois qu'on leur donne quelque chose sans en toute transparence. Je me rappelle les premières fois qu'on a racheté des terres, ils m'ont dit qu'est-ce que ça cache? Parce que quand même, les petits frères, les blancs, ont tendance à donner quelque chose d'une main puis à reprendre de l'autre. Donc, on a mis beaucoup de temps à créer la confiance. Donc voilà, avec les Kogis, on continue à racheter des terres et à leur rendre pour qu'ils puissent continuer à faire vivre leur culture et qu'on ait la chance d'engager un dialogue pour construire ce peut-être troisième monde qu'appelle cet Italien sculpteur appelle le troisième paradis. Voilà. Et ces principes du vivant, après, l'idée, c'est de se dire comment peut-on retrouver des liens d'alliance avec la vie dans notre modernité très urbaine. Hein, on est 85% à vivre en ville. Donc on essaie de développer ces principes dans une école primaire, un peu comme les Cèdres Bleus dans la Drôme. Nous avons essayé de mettre en place une école pour réapprendre aux enfants à avoir envie d'aller à l'école et pas envie d'aller en vacances. Donc, ils passent beaucoup de temps dans la nature, à apprendre avec et pas à la nature. Alors, encore une fois, c'est pas un retour en arrière. Hein. Ils habitent bien aujourd'hui dans cette époque. Ils vont bien aller au collège après. Et puis, on a essayé d'ouvrir aussi quelque chose qui était une première mondiale, c'est-à-dire un dialogue entre scientifiques. C'est-à-dire partir du principe, un peu comme l'a ouvert Mathieu Ricard
sur le champ de la méditation, ou comme l'a ouvert Niels Bohr, qui était un des pères de la physique quantique, qui a eu le prix Nobel de physique, où il explique que ses intuitions pour mettre à jour les principes de la physique quantique, il a été les trouver dans les Upanishads, dans des textes sacrés hindouistes. Donc on essaie d'ouvrir cette voie en se disant, ce n'est pas les sous-développés indiens ou les traditions qui n'ont rien compris à la modernité, et de l'autre côté les modernes, c'est deux regards sur le monde, un peu comme l'inspire et l'expire, un peu comme le yin et le yang, qui devraient pouvoir retrouver des alliances pour remettre le monde peut-être en équilibre. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est un peu long de comment ça s'incarne. La seule chose que je peux dire, c'est que il y a beaucoup de masculins dans ce monde, beaucoup de gens qui proposent de faire, et à ma connaissance, et c'est au cœur de la culture Kogi, la vie ne peut advenir que s'il y a du masculin et du féminin. Alors, il ne s'agit pas de rejeter le masculin, il s'agit peut-être de le rééquilibrer. Et je ne sais pas, les gens qui nous écoutent, comment ils ont fait des bébés, mais à ma connaissance, il y a du masculin et une matrice qui permet que le bébé, que les informations amenées par le masculin soient fécondées et donnent la vie. Je pense que notre monde a grand besoin de matrices. Et peut-être on peut se rapprocher tous autour de cet écran ce soir pour se dire, et si nous recréons ensemble une matrice qui nous permettre d'advenir le monde qui doit advenir demain, j'ai envie de dire chiche. Ceux que ça intéresse, on se donne rendez-vous au café. Non, je plaisante, évidemment, vous pouvez envoyer un mail si vous avez envie de suivre l'histoire. Mais il y a deux grandes énergies dans la vie, les forces de convergence et les forces d'éclatement. On voit bien que les forces d'éclatement vont pas nous amener enfin, dans une culture très, très exaltant. Si on pouvait retrouver par cette matrice féminin des forces de convergence, avec les petits yeux lumineux que je vois pétiller chez toi, Date et chez Mathieu, avec un petit sourire, ça serait quand même formidable, parce que ça permettrait à nos jeunes générations d'avoir un peu d'espoir. Un peu d'espoir et un peu d'enthousiasme. Et le mot enthousiasme, une des racines, c'est traversé par Dieu. Déranger des gens, c'est traversé par la vie. Donc en fait, remettre du féminin, c'est nous permettre d'être de nouveau retraversés par la vie. Ça nous donnera un peu d'espoir. Ça peut être pas mal, non? Est-ce qu'on y va? Oui, oui, on est partant, hein. Je suis déjà sur le chemin, hein. On est un peu comme, il a une jolie phrase de Martin Luther King, qui était un bon ami de mon maître, qui est nommé pour le prix Nobel de la paix. Martin Luther King, il a dit que on est à apprendre à voler comme des oiseaux dans le ciel. On est à apprendre à nager comme le poisson dans l'eau. Mais on n'a pas encore appris de marcher sur la terre comme des frères et sœurs. Et pour moi, c'est les invitations de tous les grands êtres qui ont marché avant nous et qui sont en train de marcher avec nous maintenant, qui vont continuer de marcher avec nous. Je me demande si on peut voir la dernière image de ce joli Kogi d'enfant, et on peut peut-être voir la vidéo de cette terre qui était restituée grâce à toutes ces belles personnes. Et après, je veux juste offrir un chant pour terminer, un petit chant, et on peut lancer si vous avez des questions, des commentaires, Eric et moi, oui. Je laisse faire les deux photos. Je te mets ça. Voilà. Sachant qu'on avait déjà vu celle-ci, c'était la première, si je ne dis pas de bêtises. Celle-ci, ah non. Ça, c'est un enfant. Alors lui, c'est d'une autre communauté voisine, mais peu importe, les Arwako. Et ce qui est fascinant chez eux, c'est que l'enseignement ne se passe pas forcément dans des murs, strictement dans des murs où on apprend par le mental, mais l'enseignement explore 4 dimensions, la symbolique, le corps, le fait de participer au projet de la communauté, donc de donner du sens aux apprentissages, et l'enseignement des anciens. Il y a un transgénérationnel qui est extrêmement fort. Et j'avais demandé à ce garçon quel est ton rêve, toi, pour demain, parce qu'il habite pas très loin d'une zone urbaine. Il m'a regardé avec des grands yeux. Le petit garçon que vous voyez là, c'était un élève chaman. Il m'a regardé avec des grands yeux, il m'a dit, bah, être indien, évidemment. L'air de dire, t'es bête ou quoi? Donc, on sentait que le fait d'être intégré, d'avoir une place dans la communauté, lui donnait une appétence d'être et d'apprendre qui était magnifique. Voilà, ce qu'on peut juste dire, c'est 4 femmes de 4 générations. Mathilda au milieu, sa fille à droite et sa petite fille à gauche et son arrière-petite-fille sur les genoux
de sa fille. Et Mathilda a subi toutes les avanies que la modernité peut faire subir à une femme. Destruction du village, assassinat de ses parents. Elle s'est enfuie dans la montagne et ça lui est arrivé à 30 ans. Elle en a 90 aujourd'hui. Et je lui avais demandé si on la dérangeait pas en venant la voir comme ça. Elle m'avait dit avec un grand sourire, quand des humains se rencontrent avec respect, ça me remplit de joie. Magnifique. Phil, est-ce que je fais également passer la vidéo maintenant ou est-ce que tu souhaites d'abord faire la guitare? Vidéo, ça peut faire une certaine contemplation. D'accord. Après, on peut faire le chant, on peut terminer et avec la question et la réponse. Très bien. Je fais passer la vidéo. Voilà. Hop. Les premières terres que l'association a achetées au pied de la Sierra Nevada étaient souvent des terres déforestées, extrêmement abîmées par de l'élevage et une agriculture intensive. Après l'installation des codis, les villages reviennent, la forêt repousse. Il y a aujourd'hui dans un des premiers villages plus de 30 maisons et plusieurs familles qui se sont installées. Les Kogi ont un savoir ancestral de 4000 ans d'histoire qu'ils entretiennent dans leur village capital et qui leur sert de base par le biais de sortes de points d'acupuncture qui leur permettent de réveiller ce qu'on pourrait appeler l'énergie de la Terre. Grâce à cette connaissance incroyable, cette véritable banque agronomique, ils arrivent à redonner vie à des terres qui, quand on les achète, sont largement déforestées et qui, au bout de quelques années, retrouvent leur couverture végétale. On dit souvent qu'on entend un arbre qui tombe, mais qu'on ne l'entend pas quand il pousse, et quand la forêt pousse, là on peut voir que la forêt pousse et revient. Magnifique. Merci pour cette belle vidéo. Ok, donc je vous invite juste encore à mettre la posture de l'écoute. On va essayer de juste rester dans une ouverture pour le chant. C'est le chant qui va en hommage à nos ancêtres. Et pour nous de le continuer d'une façon beau et vraie et bon. Je suis l'Éternel, je suis le ciel bleu, je suis le vent doux, je suis le nuage blanc, et je suis libre. Quand mon cœur est ouvert, et je suis libre. Quand mon esprit est clair, je suis ta joie. Je suis ton sourire. Je suis ta peine qui tombe comme la pluie. Et on est libre quand nos cœurs est ouvert. Et on est libre quand nos esprits sont clairs. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
du petit fil, cette guitare. Et merci à vous deux d'ailleurs pour ce magnifique moment passé ensemble. Ça fait bien plus d'1 heure qu'on est en ligne. C'est un régal auprès de tout le monde d'ailleurs. J'ai des commentaires qui sont vraiment adorables concernant ce webinaire que vous êtes en train de nous offrir. Et pour cela, du coup, je vais passer aux questions. Donc j'en ai repéré 5 ou 6 qui m'ont l'air à la fois très pertinentes. La première date, elle est pour toi parce qu'elle a beaucoup été posée. Ce poème que tu as cité en début, de qui il était et l'intitulé du poème en lui-même. La question est apparue plusieurs fois. Est-ce que tu pourrais nous le répéter? Oui, on peut vous envoyer dans le post-class, mais c'est de Pablo Neruda, le poète chilien. Ça s'appelle en espagnol à callarse, de se taire, d'être tranquille. D'accord. Ok. Parfait pour moi. Alors, pour les questions, il y en a eu pas mal. On ne pourra pas malheureusement toutes les faire parce qu'il y en aura beaucoup trop. Alors, j'en avais noté quelques-unes. À un moment, vous avez parlé du cri. Je pense que cette question sera pour toi, Eric. Vous avez parlé du cri de la Terre. Et il y a quelqu'un qui nous a demandé, faisons-nous que du mal à notre planète? Ou est-ce que peut-être qu'à travers, je ne sais pas, nos pensées ou les actions qu'on peut poser, on peut aussi également contribuer au bien-être de notre Terre qui nous héberge? Eric, Est-ce que tu veux répondre, Date? Nidal, bien sûr. Bah, je te laisse, Eric. Tu pars. Ce que je peux partager, je le fais avec beaucoup de prudence parce que je ne suis pas Kogi, mais en tout cas, les Kogi et d'autres, hein, pas que, voient la Terre comme un corps vivant. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas d'un paysage ou d'un territoire, ils parleraient d'un paysage ou d'un corps territorial. C'est-à-dire que, de manière très étrange, ils connaissent la Pangée. La Pangée aurait été ce continent initial qui aurait réuni tous les continents actuels dans la zone tropicale, pour faire court, et qui en 200 millions d'années se sont répartis sur la Terre, pardon, représentant chaque continent, représentant une forme d'organe. Et les organes ne peuvent fonctionner ensemble que parce qu'il y a des réseaux sanguins, ventilatoires, nerveux, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les Kogi se connectent au territoire comme nous prenons le pouls d'un corps humain ou comme l'acupuncture travaille des flux énergétiques. Et à travers ça, ils sentent les fragilités et quelque part les souffrances de la Terre. Ils pensent aussi qu'on peut très bien, les aborigènes et les Kogi et bien d'autres disent, mais en fait, il suffit de changer votre rêve, de nourrir une autre énergie, de faire converger vos intentions vers autre chose. Et sans doute peut-on aussi faire du bien, entre guillemets, à la vie et à la terre. Mais aujourd'hui, ce qu'ils sentent par ces points d'acupuncture qu'ils appellent les ezoamas, c'est l'augmentation de la température très rapide, très violente. Ils voient bien les glaciers qui fondent chez eux. Et ils ont des animaux qu'ils appellent bioindicateurs, qu'on trouve dans d'autres endroits, mais qui sont en train de disparaître. Donc, ils sont assez inquiets, ils souffrent de ces changements. Mais ils me l'ont toujours dit, changez votre rêve et tout ira mieux. Alors, est-ce qu'on est capable de changer notre rêve? Ça, je ne sais pas. Peut-être pour ça qu'on peut essayer de mettre en place la matrice pour la changer, pour faire advenir autre chose. Merci pour cette réponse. On continue. Ce sont 2 questions qui peuvent être corrélées. Je vais vous les lire toutes les 2, à voir qui y répondra. On a Mathilde et Sylvie. La première vient de Mathilde qui dit merci beaucoup à tous les 2. Comment vivez-vous cet enseignement, ou du moins cette sagesse, dans vos relations avec des personnes qui n'ont pas de chemin de conscience? Et ça complétait la question de Sylvie juste avant qui disait, alors attendez, je vous la retrouve de suite parce qu'elle était plutôt pertinente. Je fais comment si je suis quelconque dans un monde quelconque avec des amis quelconques? Date, je t'en prie. Donc, comment, si j'ai bien compris, comment partager ce chemin avec des gens qui ne sont pas conscients? C'est ça? Si tu récapitules les 2 questions, oui. C'est un peu lié à ce qu'Eric il vient de partager. La question encore, c'est pas faire. Je pense on nous met dans un certain piège quand on veut faire quelque chose. Mais est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit véritablement? Et je pense si
on voit les choses véritablement. Et il n'y a pas de notion de gens conscients et pas conscients. C'est comme mon cœur, par exemple, mon corps est très intelligent. Quand j'écoute mon corps, il a cette sagesse. Par exemple, si je fais, mon maître, il donne cet exemple classique. Si je fais le bricolage, j'ai le marteau et le clou. Ouais. Et je tape comme ça. Et si un moment, si le marteau va frapper mes doigts, il va faire mal. Oui. Mais dans ce moment-là, lui, il va pas dire tu es maladroite. La main droite va pas dire la main gauche, tu es maladroite. Regarde, tu es bête, tu travailles très mal. Oui. Et lui, il va pas juste regarder souffrir la main gauche. Oui, la main droite, la main gauche va pas regarder la main droite souffrir. Son premier instinct, c'était toujours prendre soin. Et dans la vision profonde, on essaie de transcender. On dit nous et l'autre. On essaie de transcender la notion que c'est moi qui pratique et vous qui pratiquez pas. C'est pas encore la vision profonde. C'est toujours la discrimination. Si vous pensez que vous pratiquez, l'autre, il pratique pas. Peut-être il pratique mieux que vous. Des fois, je rencontre des gens tout simples qui pratiquent beaucoup mieux que les gens qui ont pratiqué pendant 30 ans. Une fois, quand j'ai écrit le livre de Monsieur Dubois, j'étais obligé de voir le prostitué à Lyon. Et j'avais beaucoup de jugements parce que c'est moi qui médite, eux, ils méditent pas, ils passent toute la journée pour... et j'étais vraiment curieux de ce monde de prostituées. Donc, je suis allé pour parler. Et il y a un moment que j'ai vu qu'en fait, cette personne, elle était plus honnête que moi. Elle vit sa vie, elle n'est pas honte de sa vie, elle était très ouverte. Et j'ai dit, c'était l'une des personnes les plus honnêtes que j'ai rencontrées. C'était pas de moine dans le monastère, mais c'était cette prostituée qui parlait de sa souffrance, sa difficulté. Et quand je sors de là, j'ai dit, waouh, moi qui médite pendant 20 ans, j'ai toujours plein de jugements en moi. Et la méditation profonde, ça enlève toute cette forme de discrimination. C'est comme la main gauche et la main droite. Donc, si vous pensez que vous êtes conscient et l'autre n'est pas conscient, il faut encore marcher sur le chemin. C'est toujours un chemin de discrimination. Il faut continuer de creuser, de voir jusqu'entre vous et l'autre, il n'y a plus de différence. Et c'est là que dans le bouddhisme, la compassion, il est né. La compassion, c'est pas un nom, mais c'est un verbe. C'est nous mettre en action. Pourquoi on est toujours sur la bonne route. Alors, je continue. J'aurais peut-être une dernière question pour vous deux. D'ailleurs, je lis des commentaires qui sont vraiment Laurence, merci pour ce moment rempli d'humilité, de simplicité, le juste essentiel. Monique, merci infiniment pour ce moment tellement enrichissant. Richard, gratitude à vous deux. Le temps s'est arrêté en vous écoutant, un moment historique. Il y en a par centaines, des commentaires aussi plaisants. Et du coup, ma question qui sera la dernière. Donc, on a évoqué la sagesse bouddhiste, la sagesse indienne des Kogis. En ces temps qui courent, quel message respectivement vous pourriez transmettre à notre auditoire sur, je sais pas, comment peut-être trouver, pas forcément la paix intérieure, je sais que ça peut prendre peut-être une vie pour trouver ça, et quels conseils pourraient peut-être offrir, par exemple, recommander, par exemple, les Indiens Kogis vis-à-vis de ce qu'on vit en ce moment, qu'est-ce que la sagesse bouddhiste pourrait nous offrir pour qu'on puisse mieux gérer du coup l'actualité qui nous impacte tous. Est-ce que vous auriez peut-être un message à passer alors pas forcément au nom de cette sagesse, mais on vous écoute si vous avez quelque chose à transmettre. Je donne le bâton sacré de parole à mon frère Eric. Tu ne mets pas dans la misère le message des Kogis. Que diront les Kogis pour nous?
je pense qu'on l'a déjà un peu traversé. Je les résumerai de la manière suivante. Pour eux, la loi n'est pas faite par des hommes pour des hommes dans des chambres de députés ou de sénateurs. Les lois sont celles de la nature. Donc, je pense qu'ils diraient remettez-vous en contact avec la nature et avant tout avec votre nature intérieure. Retrouvez votre chemin, comme tu disais, Date. Alors, dans l'agitation du monde moderne, c'est pas forcément simple. J'aurais envie de faire un clin d'œil pour terminer. Euh, je vous évoquais tout à l'heure que les Kogi ont un sens de l'humour déroutant, parfois dans des moments qui peuvent apparaître comme solennels, où ils partent avec le polochon du ministère. Et j'ai envie de dire, entraînez-vous à rire, à prendre du détachement. Il m'arrive souvent avec mon fils dans les rayons du supermarché de faire du rugby avec des boîtes d'œufs frais, bien sûr. Et donc, c'est comment remettre de l'envie et un peu de création de liens sociaux, de relations, de sourires et de vie dans un environnement pas forcément propice, où nous poussons nos caddies entre des boîtes de conserve et des promotions de chou-fleur. Et je pense que c'est une posture de vie qui peut être habitée à tout instant. J'ai un nez rouge dans ma poche, je fais parfois le cri du coq dans les rayons du magasin. Et ma grande victoire, ça a été quand 5 personnes ont répondu en faisant la poule. Ça paraît à la fois dérisoire, mais je pense que l'humour, la poésie et l'acceptation de ce qui est, c'est une forme d'amour, sont sans doute des voies intéressantes pour essayer de traverser cette curieuse époque que nous traversons. Beau mot, Commodore. Phil, un mot par rapport à ça sur la sagesse bouddhiste, qu'est-ce qu'elle pourrait nous apporter en ces moments? Je pense d'abord que ça commence avec nous-mêmes. On dit la paix, c'est pas à la fin de le chemin, mais la paix sur le chemin, c'est le chemin. Et je pense que la façon quand on est marché sur la terre était pas trop bienveillant, douce. Donc j'invite les gens de enlever le pied, la chaussure. Quand vous marchez pas en l'hiver, bien sûr. Ah, l'hiver c'est pas mal. J'ai fait ce matin. Et ouais, prendre ce lien avec la terre, toucher un arbre, marcher le pied nu sur terre, parce qu'on est lâché pas mal de bombes sur la terre. Je viens de le pays de Vietnam. On a lâché plus de bombes que la Deuxième Guerre mondiale. C'est un petit pays. Et on se presse partout pour aller quelque part. Et déjà, je pense de déjà ralenti de voir le beauté qui existe devant nous, derrière nous, tout autour de nous. Je pense que c'est déjà un bon commencement. Et chacun de nous, on peut être la paix. On dit to be peace. Pas pour battre pour la paix, pas pour chercher la paix, mais être la paix. Et c'est le moment où on se reconnecte avec nous-mêmes quand on peut faire ça. Et on est tous dans le bouddhisme, on dit de bodhisattva, d'être qui espère de s'ouvrir le cœur. Et on peut s'entraîner petit à petit. Par exemple, de porter la joie d'une personne, comme Eric a bien partagé. Au moins une personne dans la journée. Soulager la souffrance à au moins un être dans la journée. Si ça peut être une plante. Et ça, c'est assez simple, hein, mais dans cette simplicité, il y a beaucoup de réponses à la vie. Notre vie est très complexe et si on ne garde pas cette simplicité, on est un peu perdu dans cette complexité. Merci, magnifique dernier mot. J'ai encore une ou deux questions auxquelles je pourrais sûrement répondre. Et Eric, il me faudra ta confirmation pour la dernière. Il y a certaines personnes qui mentionnent si, Phil, tu as déjà réalisé peut-être une formation sur tout ce qui touche à la méditation, etc. Donc, pour y répondre, oui, il y en a une du coup sur le site Bibouda, qui est une masterclass, la voie de la pleine conscience. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Je crois d'ailleurs qu'elle est en promotion. Donc voilà pour ce qu'il est du travail que Phil a réalisé avec Bibouda.
Et de l'autre côté, Eric, il y a certaines personnes qui aimeraient aussi savoir comment elles pourraient te joindre si elles le souhaitaient. Est-ce que tu souhaites être joignable dans un premier temps? Bah, les personnes qui souhaitent nous joindre avec grand plaisir, il suffit d'envoyer un mail, j'imagine que c'est faisable à Bibouda, et nous répondrons à toutes les personnes qui souhaiteraient rentrer en contact avec grand plaisir. Ça me permet de rajouter un dernier mot qui montre un peu le partage des traditions et une forme d'universalité des traditions au-delà des différences. C'est les Navarros qui vivent en Arizona, qui ont un mot qui disent marcher dans la beauté, marcher dans la voie du Ozo. Ça résonne tellement avec tes propos, date. La beauté devant, la beauté derrière, la beauté sur le côté, la beauté de l'autre côté. Et le monde peut s'ouvrir. Magnifique. Dad, je sens que tu veux nous partager un dernier texte. Un dernier texte parce que souvent on pense que le voile levé, c'est quelque chose d'extraordinaire, métaphysique. Mais dans la tradition zen, on aime d'écrire le poème, même le moment de notre mort. Et il a une grande tradition où à le moment de la mort, on écrit quelques versets. Et je vais juste lire le poème de l'un de mon maître que j'accompagne à le moment de sa mort. Pour un peu résumer cet partage entre moi et Eric, je pense nous tous, on est tous liés dans ce moment, dans l'instant présent, au niveau de notre cœur. Et pour moi, c'était vraiment le plus grand enseignement de ma vie que je vous partage maintenant dans ce poème. Et c'est tellement ordinaire, c'est tellement une évidence. Et ça s'appelle juste amour. Vie, mort, paix et joie viennent ensemble avec beauté. Les relations humaines sont belles dans tellement de manières. Un moment où tu viens, un moment d'amour et d'attention, transformant tout en lumière éternelle. C'est magnifique. Eh bien, écoutez, merci en tout cas à vous deux pour cette presque cette heure et demie passée ensemble. J'espère vous revoir prochainement sur un autre webinaire. Merci encore. Pour moi, mes derniers mots seront ce que tu viens de dire. Vie, mort, paix et joie. Et à une prochaine. Merci. Merci, Dad. Merci à tout le monde.